Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, une jeune fille s'enlève la vie à 10 ans seulement. La nouvelle fait le tour du Québec. Les autorités mexicaines en révèlent plus sur l'assassinat d'un jeune Saguenéen en sol mexicain. Bernard Drinville s'excuse pour ses propos sur les enseignants. Et le gouverneur Ron DeSantis en Floride pourrait entrer dans la course présidentielle dès la semaine prochaine. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Nouvelle extrêmement triste qui coïncidait aujourd'hui avec des études qui rapportent là, plusieurs décès, au-dessus de 200 qui sont enquêtés par le coroner durant la pandémie depuis là, chez des jeunes du Québec qui se sont malheureusement enlevés la vie. Et ça coïncide avec cette histoire de la petite Anne-Sophie Bastien qui, à 10 ans seulement, a décidé de mettre fin à ses jours. Nouvelle horrible contre laquelle 10 ans, c'est pas pensable. Oui, complètement incroyable, surtout qu'il y a eu un rapport de la coroner dans cette histoire-là qui notait vraiment que les gestes de la fillette étaient impulsifs, que c'était impossible à prédire, puis que les parents étaient tous deux là, présents, motivés, voulaient aider leur fille. Et c'est seulement là, après le décès de la jeune fille de 10 ans qu'on a découvert dans sa chambre, là, derrière les tuiles du plafond suspendues, des lettres, des dessins, des lames également qu'elle utilisait pour s'infliger du mal, on comprend bien, mais surtout des dessins sur lesquels elle écrivait « Je suis tannée de faire semblant d'être heureuse, je ne veux plus vivre ». Et donc, elle cachait tout ça. Jeune fille qui était victime d'intimidation, semble-t-il, à l'école, avait souvent des altercations avec d'autres camarades de classe. Et le jour de son décès, justement, elle aurait eu une telle confrontation avec d'autres élèves à l'école. Et depuis, mais sa mère, elle, tire la sonnette d'alarme en disant « J'ai donné tout ce matériel-là, j'ai donné les preuves qui démontraient qu'elle était victime d'intimidation. » Elle entourait le visage de ses camarades de classe sur des photos scolaires en écrivant « bully » à côté, là, qui est intimidateur en anglais. Évidemment, c'était des signes très clairs, mais là, elle se désole de voir qu'il n'y a pas eu d'intervention policière, qu'il n'y a pas eu de rencontre de sensibilisation ni de prévention auprès de l'école depuis ses découvertes, après qu'elle ait tout remis aux agents. Bref, histoire incompréhensible, Mario, puis qui vient vraiment frapper là, un peu tout le monde au Québec. En fait, tout ce qu'on a trouvé dans sa chambre démontre, c'est infiniment triste qu'il se soit enlevé la vie, mais c'est comme si on se dit en plus, elle a vécu l'enfer, là. Elle a souffert l'enfer avant de décider d'arriver à cette solution extrême. Mais c'est tout un dossier du journal, comme les rapports du coroner, de prendre le temps de les éplucher, parce qu'à chaque fois, on oublie ça, mais au Québec, on a cette institution. Puis à chaque fois qu'il y a un décès, s'il y a un décès en CHSLD d'une personne à bout d'âge, là, il n'y a pas le médecin signe, on constate le décès, mais dès qu'il y a un décès qui est en dehors là, des normes, des normes, des milieux hospitaliers, des choses naturelles, on a au Québec une institution qui prend le temps de se pencher, de faire le tour de la question, d'interroger les gens, de regarder autour, qu'est-ce qui a pu arriver, pourquoi, comment ça, surtout, le but ultime du coroner, comment on pourrait prévenir ça. Et là que le journal ramasse évidemment des dossiers de suicide de jeunes. Bon, comment on aurait pu prévenir ça? Mais la question se pose quand même, puis de découvrir, plus de la moitié avaient envoyé des signaux. Oui. Est-ce qu'ils ont eu les ressources? Est-ce qu'ils ont eu les suivis pour l'aide psychologique dont ils auraient pu avoir besoin? Alors, c'est un dossier important. Ceci dit, on a au Québec quand même, on a fait des bonnes choses. Il faut continuer d'en faire. On a sûrement fait quelques bonnes choses, puis les lignes d'écoute, il y a nettement... Les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est quand même nettement moins de suicides que ce qu'on avait il y a 25 ans, là, ou 20 ans. Oui, puis tu l'avais vu, ça, beaucoup en politique. Ça, c'était... Moi, pendant que j'étais à l'Assemblée nationale, c'était les pires années, là, 98, 99, 2000. Il y a eu un pic là, de suicides, entre autres chez les jeunes, où on comparait le Québec. Écoute, on se comparait, je me souviens plus, il y avait un ou deux autres pays là, qui avaient vraiment... Il y a des pays qui ont vraiment des gros chiffres. Le Japon est toujours dans les pays où il y a le plus haut taux de suicide. Il y avait l'Irlande ou l'Islande. Il y avait quelques pays, mais le Québec était vraiment un endroit qui avait un problème de taux de suicide. Bon, ça diminue, puis on dit toujours, c'est un de trop, mais on a quand même... Il y a des choses qu'on a faites en réaction à ça qui semblent avoir eu quand même des effets positifs.
Autre enquête dans une circonstance de décès, mais cette fois-ci au Mexique, alors qu'on a eu plus d'informations là, dans le dossier de la mort tragique de Victor Masson, jeune homme de 27 ans, saguenéen, qui était en tourisme sur place dans l'État d'Oaxaca. Et était là pour visiter avec sa conjointe et on comprend maintenant un peu plus de détails là, qui ont mené vraiment à son décès. Ce qu'on expliquait, c'est qu'ils sont arrivés là, un jour avant le meurtre là, à Oaxaca, justement pour prendre des vacances, aller voir également la famille de sa conjointe à ce moment-là. Et là, il serait allé seul, monsieur Masson, dans un restaurant-bar situé dans le secteur touristique. Parce que la conjointe, elle est justement partie avec sa famille. Elle est partie souper avec sa famille. Exact. Elle est allée souper à sa famille à un autre endroit. Lui se rend dans un restaurant-bar tout seul. Et là, il y aurait eu une escarmouche avec un groupe de 4 individus, 2 hommes, 2 femmes, qui étaient par rapport au paiement de l'addition plus tard dans la soirée. On sait pas trop pourquoi, là. On sait pas trop pourquoi. Là. Évidemment, l'enquête en est à ses débuts en ce moment, mais il y aurait eu un lien avec ces 4 individus-là. Altercation, mais c'est pas au restaurant lui-même là, qui a été tué. Non. Il s'est par la suite déplacé, puis pendant qu'il s'en allait de cet endroit-là, de ce restaurant-là, on dit qu'il a essayé de contacter le 911 et sa conjointe là, à plusieurs reprises. Il semblait inquiet pour sa vie à ce moment-là. Et plus tard, on l'a retrouvé au petit matin et il était décédé là, d'une balle dans le dos dans un véhicule de location. Et là, on se pose des questions. Le message qu'il a laissé à sa conjointe est sans équivoque sur le fait qu'il a, à ce moment-là, très, très peur. Oui, il craint pour sa vie, vraiment. Puis lorsqu'on le retrouve, il est à plus de 3,5 km là, de l'endroit où il y a eu l'altercation, là, finalement. Donc, c'est quand même une histoire... Parce qu'il a dit à ta conjointe, si je te texte, tu le mot « danger », c'est tel mot, t'appelles immédiatement le 911. Donc, c'est vraiment inquiétant, là, les détails là, de cette histoire-là. Là. Mais en fait, ça nous en dit un bout. La police locale là-bas dit être vraiment... Puerto Escondido dit vraiment avoir un suspect en vue. Suspect, puis cherche les 3 autres les là, 3 qui autres étaient qui là. seraient comme un lors de peu des complices, là, c'est ça. Exact. Donc, sont en recherche encore là, du principal suspect. À savoir si on va le trouver, là, ça, c'est une autre question. Mais pour l'instant, je rappelle... On dirait qu'il nous manque quand même un petit bout. Je veux dire, d'abord, si tu manges seul au restaurant, il y a une table de 4 à côté. Tu te pognes pour l'addition. C'est quoi? En quoi là, les additions se croisent? Ou ils ont pourquoi? peut-être partagé des verres, peut-être quelque chose, tourné de shooter, je sais pas. Je veux pas me lancer. Mais quand même, on a là. quand même l'impression qu'il nous manque un petit bout. Oui, absolument. Donc, ce sera aux autorités là, du Mexique là, de donner suite à cette enquête. Mais vraiment, là, circonstances là, assez terribles et tragiques autour du décès du jeune Victor Masson. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Côté politique, maintenant, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a présenté ses excuses aujourd'hui par rapport aux commentaires qu'il a passés sur le salaire des enseignants en pleine entrevue avec le journal Le Devoir lundi, où il était filmé, puis il était interrogé sur la hausse de salaire de 30% des députés et il disait, se faisait poser la question, ça survient en même temps que la convention collective des profs, qu'est-ce que ça change? Et il avait réagi de manière assez forte, était passé au tutoiement, avait dit, tu compares vraiment la job d'enseignant et la job de député. Et ça a très mal passé, Mario, cette semaine. On peut dire ça, oui. Ça a très mal passé. Et là, surtout auprès des enseignants. Particulièrement auprès des enseignants. On peut écouter un peu les excuses aujourd'hui de Bernard Drinville. Je peux comprendre que certaines d'entre elles aient pu être blessées par ces propos-là. Et donc, oui, je m'excuse auprès d'elles si ça a été le cas. Parce que... Donc, c'était ses excuses aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop tard, surtout, un jeudi? Oui et non. Non, il n'est jamais trop tard. Est-ce que... Tu sais, la question, si tu me posais, est-ce que le dommage est fait? Je dirais oui. OK. Est-ce qu'il est trop tard? Ça n'efface toujours un petit peu, puis ça accélère peut-être que les gens finissent par oublier. A promis, d'ailleurs, a dit que par rapport à sa collègue du Conseil du Trésor, lui se battait pour que les enseignants soient mieux traités, que leur travail se fasse mieux, etc. Donc, se battait pour eux. Là où je le crois sincère, il dit, je suis pas du genre à... T'sais, il vient d'un milieu, il dit, il vient du milieu agricole comme moi. Je suis pas du genre à hiérarchiser là, les métiers importants, pas importants, c'est pas moi ça. Ça, je le crois là-dessus. Mais il disait qu'il venait d'un milieu de vie modeste. Oui, mais c'est juste que, ça passait mal. Là. Quand l'extrait vidéo, ça passait vraiment mal et il y a un dommage de fait. Et là, ce qu'on entend à la CAQ puis dans le caucus puis tout ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de s'excuser, là.
On fait une erreur, on s'excuse, on fait une erreur, on s'excuse, on insulte des gens, on s'excuse, on fait quelque chose, on s'excuse. Ça devient une mauvaise saison politique. Là. Cet hiver et le printemps qui suit, là, depuis ça s'accumule. Là. Depuis la SAAC, ça devient une mauvaise saison politique pour le gouvernement de la CAQ. Oui, puis il n'était pas tout seul à s'exprimer en point de presse. Aujourd'hui, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, lui aussi, est sorti, mais ça, c'était par rapport à la sortie de son ancienne collègue, Emily Foster, qui a écrit dans la revue Opinion politique en dénonçant le fait que les députés d'arrière-ban dans des gouvernements majoritaires comme celui de la CAQ sont écrasés, réduits au silence par la ligne de parti. Et là, on a dénoncé ça du côté de M. Fitzgibbon en disant que les députés peuvent dire ce qu'ils veulent quand même, que personne dans le caucus vient leur dire « dites ci, dites pas ça ». Donc, défendu un peu la ligne de parti en disant que c'était pas si strict que ça aujourd'hui. Quand même, le texte de Mme Foster qui était assez étayé, disons-le, hier. Mais le texte de Mme Foster, parce qu'elle a l'exemple du caucus de la CAQ, mais elle écrit, elle est rendue un peu dans le monde universitaire. Elle écrit un texte, je suis pas certain, mettons, que ça avait été dans le caucus, je sais pas, de Jean Charest avant, ou du PQ avant, ou même de Robert Bourassa avant. C'est un peu ça, notre système. C'est pas pour rien que tout le monde veut être ministre. T'as le premier ministre qui a énormément de pouvoir. Il y a un peu de pouvoir. Bon, quelques ministres importants qui ont du pouvoir, beaucoup moins que le premier ministre, mais quand même. Puis plusieurs autres ministres moins importants qui ont un petit pouvoir, un pouvoir limité dans leur secteur à eux. Puis des députés qui n'ont pas réellement de pouvoir. Je veux dire, le mot pouvoir s'applique là. Ils ont une influence. Oui. Tu sais, ils peuvent, puis pour leur comté, puis ils peuvent influencer des affaires, faire tourner des affaires. Puis un député qui choque pour son comté peut obtenir des choses ou qui le demande bien ou qui monte des bons dossiers. Mais il y a un point aussi, il faut que les députés, faut que tu t'occupes de tes affaires. Mettons que tu es vraiment contre un projet de loi ou quelque chose que le gouvernement est en train de faire ou quelque chose que le gouvernement fait pas, que tu voudrais qu'il se fasse. Ben, j'aime bien ce que la ministre Foster a dit ça, l'ex-députée Foster a dit ça en théorie. Les députés n'ont pas de pouvoir, mais si les députés se parlent entre eux, mettons un député trouve quelque chose qui est pas correct, bon, ben, il se met à parler au caucus, il en parle à ses collègues dans le privé. S'il arrive avec une fronde que les 3/4 du caucus disent, nous, là, on n'est pas d'accord avec ça. Faudrait qu'on révise le projet de loi 8, faudrait qu'il soit révisé, qu'on le repense, on n'est pas d'accord avec ça. Dans nos comtés, ça passe mal, mais c'est fini, là. La liberté de voix se fait plus à l'intérieur du caucus qu'à l'extérieur. Mais c'est sûr que si t'es tout seul au caucus, tu parles pas à tes collègues, tu te lèves pas au caucus, tu parles pas... ben là, quand t'es député, simple député, c'est vrai que t'as pas un vrai gros pouvoir. T'as une influence, faut que tu te mettes avec d'autres... Mais je me méfie toujours là, de cette idée. C'est sûr que bien des gens qui se disent « Ah, moi, j'ai pas de pouvoir, je suis pas consulté. » Mais tu t'assois là, tu dis rien, tu fais rien, tu regardes passer le train, puis une fois que le train finit de passer, tu dis « Ah, train passé. » Ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a annoncé que les parents victimes de violences conjugales pourront obtenir de l'aide pour leur enfant sans avoir besoin du consentement de l'autre partie, de l'autre membre du couple. Une nouvelle mesure qui était déjà prévue là, dans la réforme du droit de la famille qui a été adoptée déjà en juin dernier. Mais l'entrée en vigueur de cette mesure-là, elle a été devancée. C'est ce qu'on expliquait par communiqué là, du côté de Simon Gimbarrette, le ministre de la Justice, aujourd'hui. Donc, dans l'exemple où un parent là, serait victime de violences familiales, là-dedans, on concerne la violence conjugale, la violence sexuelle, par exemple, mais il pourrait demander une attestation à un procureur du DPCP, du directeur des poursuites criminelles et pénales, pour que son enfant puisse bénéficier de services de santé, services sociaux, services psychologiques, par exemple, sans l'accord de l'autre parent. Parce que, règle générale, vous devez avoir le consentement des deux parents pour donner un service à l'enfant. Or, dans ce cas-ci, on aurait besoin seulement de cette attestation-là, même s'il n'y a pas d'accusations qui sont portées contre l'autre parent qui serait agresseur ou violent dans ce cas-ci. Donc, c'est encore une mesure peut-être qui passe un peu plus sous le radar, mais qui peut être considérable une bonne mesure, dans le milieu familial. Bonne mesure nécessaire, bonne, et tant mieux si on a pu... Je pense qu'elle avait été adoptée à l'unanimité ou de mémoire à l'Assemblée nationale, et tant mieux si on a pu la mettre en vigueur plus rapidement. Tout savoir en 24 minutes. Te souviens-tu, Mario, la semaine dernière, on s'était parlé de cet homme complotiste bien connu, Jonathan Blanchette, a.k.a. Joe l'Indigo de son surnom, qui avait appelé le 911 à de multiples reprises. On parle d'une cinquantaine de fois, c'est ça? On parle d'une cinquantaine de fois. Une vidéo Facebook dans laquelle il s'enregistrait pendant près de 5 heures alors qu'il consommait de l'alcool, se coupait même une main sur des morceaux de vitre, parlait de manière décousue de rituels de sang. Bref, c'était vraiment très peu élogieux. Mais s'en prenait
parlait très durement à la préposée du 911. Ben absolument, on peut même écouter un petit extrait, Mario, là, pour se mettre dans le bain. Comment tu sais que c'est Jonathan? Puis j'ai jamais nommé ton hostie de nom, ma caliste de bâtard. Fait que comment je peux te menacer directement si je sais pas ton nom, puis ton nom de famille, puis ton adresse? Alors, dans des propos aussi peu élogieux que ceux-ci, invectivaient les personnes, soit les répartiteurs, soit les policiers ou policières qui lui répondaient au bout du fil, prétendaient avoir été victimes de voies de fait de la part des policiers, donc de brutalité policière. Et là, avec une patience infinie, l'agent de la SQ lui répondait « Non, vous devez aller en déontologie, on peut vous expliquer comment vous y rendre », mais était complètement hystérique au téléphone, si bien que les policiers se sont présentés chez lui, la Sûreté du Québec, et il a été arrêté, accusé de méfait, d'entrave au travail d'un agent de la paix, parce qu'on peut pas obstruer les lignes du 911 comme ça à ad vitam aeternam en appelant de multiples reprises. Et donc, non, mais tu peux pas... C'est un méfait. N'importe quel service d'urgence qui s'adresse à des gens en détresse dont tu gaspilles les ressources, je veux dire, c'est un méfait. Oui. Ça fasse même. Là. Voilà. Et donc, il est tu encore... fais venir les pompiers pour rien, tu fais perdre leur temps aux ambulanciers, tu fais perdre leur temps aux policiers, au 911. Tu gaspilles des ressources de services d'urgence, pouvant, à la limite, s'il se produisait un événement ailleurs, mettre en danger la sécurité de quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, on apprend que 4 jours après ces frasques d'avoir fait suer les policiers, c'était le tour des pompiers, Mario, de suer à cause d'un monsieur, Jonathan Blanchette. Samedi, les pompiers qui sont débarqués chez lui où il demeure en Montérégie pour éteindre un incendie. Semble-t-il que ça brûlait vraiment. Mais là, c'est chez un vrai lui. Incendie dans sa maison. Oui, un brasier chez lui. Là. À ce jour, là, la maison est endommagé par les flammes et la fumée à tel point que c'est inhabitable. Là. Donc, on parle vraiment d'un brasier, d'un incendie. Et là, quand les pompiers débarquent sur place pour tenter de l'aider, ils leur mènent la vie dure, puis pas à peu près. Prend son modus operandi habituel, sort son téléphone, commence à se filmer, invectiver le service de sécurité incendie, refuse de collaborer avec les pompiers, crie des balivernes aux pompiers qui sont sur place. Et là, il y a un véhicule récréatif dans son entrée, là, un Winnebago, là, un bon québécois. Et là, on lui demande du côté des pompiers, déplace pas ça, laisse ça sur place, faut qu'on aille éteindre le feu d'abord. Mais M. Blanchette lui refuse, prend le Winnebago, roule, passe sur tous les boyaux d'incendie des pompiers, mais ça, c'est super dangereux. Là. Tu peux briser un gros débit d'eau, ça influence au bout qu'est-ce qui sort du tuyau, ça peut mettre en danger les pompiers eux-mêmes. Mais de toute façon, rendu là, si les pompiers te demandent de faire quelque chose, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils font. Là. Oui, puis ils sont là pour ta maison à toi, là, pas pour tes voisins, ils sont là pour toi. Et on peut écouter encore une fois là, dans quel état d'esprit là, M. Blanchette se trouve lorsqu'il se filme dans des situations comme ça. Voilà ce que c'est quand on a des preuves contre la police. J'ai 6 heures d'enregistrement contre la police, puis là, ma maison brûle. J'ai été plus vite que les pompiers qui veulent plus que je rentre. Je l'ai sorti, mon matériel informatique. J'ai encore mes preuves. Alors, il est comme en train d'insinuer pendant une longue minute qu'on aurait incendier son domicile. Pour camoufler des preuves. Pour brûler faire disparaître des preuves. Exact, faire disparaître des preuves que lui aurait supposément chez lui contre la police. Parle d'un cocktail Molotov lancé sur son toit. Le problème, c'est que du côté de la sécurité incendie, on n'a pas trouvé une seule trace de cocktail Molotov. On dit que l'incendie n'origine pas du toit, vraiment. Non, ça serait plutôt du balcon. C'est là que ça se serait déclaré. Bref, on est encore en train d'enquêter. Il n'y a rien qui pointe vers une thèse criminelle pour l'instant, mais c'est encore un bien drôle d'incident qui concerne Jonathan Blanchette. Ouais. Là, on a passé les policiers, les pompiers, en espérant qu'il n'y ait pas besoin d'appeler les ambulanciers chez lui, Mario. Toujours dans le complotisme, il y a un centre d'entraînement de la région de Gatineau qui a vu encore une fois que le bras de la justice est extrêmement long, Mario, hein? Même si la pandémie, ça semble tellement loin derrière nous. Mais le ProFlex Gym, lui, du boulevard Maloney, va devoir payer une amende totale de 14 000 $ parce qu'il a enfreint les mesures sanitaires à de multiples reprises pendant la pandémie. Puis la juge Christine Auger a vraiment pas été tendre à leur endroit, là. A dit que c'est un des dossiers les plus graves dans la province du Québec dans l'opération d'un centre d'entraînement dans la pandémie, a parlé de gestes qui étaient répétés, intentionnels, réouvrir le gym alors que tous les autres de la région devaient rester fermés et que défiaient les mesures sanitaires. Donc, ils vont devoir payer une belle grosse amende, Mario, finalement. Mais bon, ça, c'est correct, c'était une évidence que ça allait arriver. Mais je demeure quand même... Est-ce que le barreau, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des recours? Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas juristes et qui ont donné du conseil juridique là, abondamment. Et absurde. Mais abondamment.
et mettant dans le pétrin, bon, je dis pas, là, dans ce cas-ci, c'est des propriétaires de commerce, ils ont l'air d'avoir un assez gros commerce, ils l'ont fait à répétition, ils savaient probablement dans quoi ils s'embarquaient. Mais je suis convaincu que d'autres gens là, qui ont un niveau d'instruction limité, qui n'ont pas accès vraiment à des avocats, qui lisent pas eux-mêmes les lois, ont cru ces conseils juridiques quand on leur a dit, voyons, la Charte des droits et libertés, toutes ces contraventions-là, ça va tomber, tu sais bien qu'on n'en payera pas une. Et là, aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent à payer des milliers de dollars, qui est dans bien des cas, je pense pas du monde nécessairement riche, qui ont pas ou qui ont pas vraiment disponible, qui auraient besoin pour d'autres choses. Mais on a comme passé un peu l'éponge sur la distribution illégale de conseils juridiques ou des gens qui donnaient des avis, qui parlaient comme s'ils donnaient des avis juridiques vérifiés, alors que, ils disaient n'importe quoi, là. Au final, c'était vraiment des balivernes, Mario, puis il y a des gens... Il n'y a rien de ce qu'ils ont conseillé qui se concrétise. Ben oui, puis maintenant, autant de temps après la levée des mesures sanitaires, Mario, on continue de pincer des gens puis de donner des amendes. Parce que la justice est lente, là, on n'a pas encore fini de traiter tous ces dossiers-là. Économie. Décision annoncée aujourd'hui par les exécutifs de YouTube, plateforme extrêmement populaire, qui est même, je l'ai appris au cours de ces révélations-là, le service de streaming le plus regardé sur les télévisions en Amérique, Mario, qui dépasse Netflix, qui dépasse les Amazon de ce monde, les gens qui décident de juste mettre sur leur télévision YouTube lui-même, puis de regarder toutes sortes de vidéos. Mais là, risque de pas faire plaisir vraiment aux gens qui l'écoutent justement comme ça sur la télé. Ils vont mettre en place des annonces publicitaires de 30 secondes impossible à sauter, là, parce qu'en ce moment, il y en a des annonces d'une trentaine de secondes sur YouTube si vous y allez, mais vous pouvez avoir l'option au bout de quelques temps de la sauter. Mais là, ça risque d'être impossible. Ça va concerner 5% du contenu qui est le plus regardé, qui suscite le plus de commentaires sur la plateforme. On va avoir de ces annonces qui va être impossible de sauter, à moins, Mario, d'avoir un abonnement de type premium, bien évidemment, pour la modique somme. C'est une révolution, là, dans les faits, là. Tu sais, YouTube, c'est pour plein de petites vidéos. Je suis convaincu que ça va créer de la frustration. Ils vont perdre du monde. Oui, mais ce qui est spécial, c'est que c'est vraiment limité, dans le fond, à la télévision. Si vous le streamez sur votre télé, vous mettez YouTube sur la télévision, c'est là qu'il va y avoir de ces annonces-là. Donc, si tu regardes sur toute autre plateforme... Pour l'instant, semble-t-il que si vous êtes sur votre téléphone, vous l'écoutez, les annonces vont rester les mêmes. Ce serait vraiment sur les télévisions connectées. C'est ça qu'on tente de viser, à moins d'avoir l'abonnement premium. Ils sont capables de contrôler ça? Risque d'être capable. Mario, puis là, parle même d'avoir des pauses. Si tu te mets à faire une pause, là, si tu mets en interruption ce que tu visionnes, ben mettre une publicité pendant que tu fais pause. Donc, cherche toutes sortes de moyens pour augmenter encore une fois les revenus publicitaires du côté de YouTube. Mais c'est certain, Mario, qu'il y a bien des gens à qui ça risque de pas vraiment plaire. Le Monde. C'était pressenti déjà depuis un bon moment, mais ça semble se concrétiser de plus en plus. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, pourrait entrer dans la course présidentielle de 2024 dès la semaine prochaine. Deux républicains qui sont très près du dossier ont fait de telles révélations à CNN. Beaucoup d'informations qui circulent. On dit qu'entre autres, qu'il y aurait une centaine de chambres d'hôtel réservées au Four Seasons Hotel de Miami pour un grand rassemblement, qu'on aurait contacté toutes sortes de bailleurs de fonds, des gens qui récolteraient de l'argent pour une campagne électorale, qui sont très près de M. DeSantis. Donc, ça fait longtemps quand même là, qu'on le sait que c'est dans l'air là, qui se présenterait contre Donald Trump, qui est déjà dans la course, justement, Nikki Haley aussi. Mais est-ce que Trump est trop en avance? Ou est-ce qu'il suffit que Trump va débarquer en cours de course à cause de trop de problèmes judiciaires? Là, c'est beaucoup de questions, Mario, beaucoup de questions. Parce qu'il y a un air d'aller ce qui le rend très populaire, Ron DeSantis, puis en même temps, c'est spécial parce qu'il est en train de modifier plein de lois là, de manière assez discrète en Floride elle-même pour pouvoir aller se présenter comme ça. Il a passé là, très récemment, puis il est sur le point de signer une législation qui va l'exempter d'une loi en Floride qui s'appelle le Resign to Run Law. Donc, démissionner avant de courir. Démissionner comme gouverneur. Exact, avant de pouvoir vous présenter. Parce qu'en ce moment, si tu veux te présenter comme ça, une campagne présidentielle, tu es obligé de démissionner de ton poste de gouverneur de la Floride. Mais lui, en ce moment, est en train de passer des nouvelles lois qui l'empêcheraient, dans le fond, de faire ça. Il serait capable de se présenter en tant que gouverneur
comme candidat républicain, donc passe des lois Parce que ça, c'est pas une loi fédérale aux États-Unis, ce sont des lois d'État. C'est une loi d'État de Floride qu'il peut donc modifier, tout comme il est en train de faire passer toutes sortes de lois qui rendent la vie là, absolument difficile pour toutes les personnes homosexuelles, trans, LGBTQ+, en général. Donc, on est quand même là, dans une grosse préparation du côté de Ron DeSantis. Puis ça tombe, Mario, la même journée où on apprend que Disney, qui est en guerre là, vraiment avec Ron DeSantis en ce moment en Floride, qui est le plus gros employeur de l'État au complet, renonce aujourd'hui à construire un campus. Presque 1 milliard. Presque 1,9 milliard de dollars qui devait accueillir là, les employés du site tout près du parc d'attractions. Mais est-ce que ça va... Ça, je suis bien curieux. Est-ce que ça va lui nuire? Est-ce que les gens vont dire, ben là, il nous perd du développement économique, il nous gaspille, Disney, c'est quand même une fierté en Floride. Ou est-ce que les gens... Parce qu'il y a quand même un conflit idéologique, là. Est-ce que Disney est trop woke? Puis là, j'ai de la misère à me faire une idée là, sur comment va réagir le Floridien moyen. Oui, ça sera à voir, Mario, parce qu'il y a bien des gens qui suivent Ron DeSantis qui, sincèrement, ont arrêté de suivre l'économie puis suivent surtout là, la guerre idéologique qui mène. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes.